Merci pour vos propos de bienvenue, vos propos chaleureux, néanmoins solennels, et merci surtout pour la bienveillance avec laquelle vous avez conduit les auditrices et auditeurs de justice sur le chemin de la lucidité pour la mission extrêmement élevée et noble qui les attend. Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Bordeaux, merci pour vos mots de bienvenue également. Merci pour vos propos, merci aussi pour les pointes d'ironie dont vous avez émaillé vos réquisitions à l'adresse de nos auditrices et auditeurs. Monsieur le procureur, Monsieur le président du tribunal administratif, Monsieur le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, Madame la procureure de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux, Madame la préfète déléguée à la défense et à la sécurité, Monsieur le directeur des services judiciaires, Messieurs les directeurs interrégionaux de la protection judiciaire de la jeunesse, Monsieur le directeur de l'École nationale de la magistrature, Madame le bâtonnier, Monsieur le président du Conseil régional des notaires, Monsieur le président de la Chambre régionale des huissiers, Monsieur le président de la Compagnie des experts judiciaires, Mesdames les conseillères justice du président de la République, conseillères justice du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres de l'École nationale de la magistrature, Mesdames et Messieurs les magistrats et fonctionnaires de justice, Mesdames et Messieurs et Mesdames les auditrices de justice, Messieurs les auditeurs de justice, vous êtes la 4e promotion d'auditrices et d'auditeurs de justice que je rencontre, une des plus importantes, une promotion majoritairement féminine encore, ce qui ne doit accorder aucun privilège aux garçons qui font l'expérience exaltante de la minorité. Ils n'auront droit à rien de plus, il faudra les laisser travailler autant que nécessaire. Pour ma part, j'éprouve un plaisir profond à goûter une fois de plus à ce moment extrêmement solennel de votre prestation de serment en tant qu'auditrice et auditeur de justice. Et je veux remercier profondément Monsieur le Premier Président, Monsieur le Procureur Général, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation et Procureur Général près la Cour de cassation, vos qualités de Président et Vice-président du Conseil d'administration de l'École nationale de la magistrature et Monsieur le Directeur de l'École nationale de la magistrature, pour l'organisation de ce serment que j'ai voulu rétablir dès l'année dernière sous cette forme collective afin de le tenir ici, et ceci ici à la Cour d'appel de Bordeaux, et ceci dès votre arrivée à l'École nationale de la magistrature. En vous regardant prêter serment l'une après l'autre, l'un après l'autre, j'ai éprouvé une émotion, j'ai perçu la vôtre aussi. Et je sais à quel point vos parents, vos proches, vos amis, ceux qui sont là et ceux qui vous regardent et qui vous regarderont, à quel point ils ont le cœur gonflé de fierté et de joie. Vous avez réussi l'un des concours les plus difficiles de la République, l'un des plus beaux aussi. Et cela est une source de fierté et de joie pour les vôtres et pour vous aussi. Vous êtes l'illustration de la vitalité de la démocratie, par la diversité de vos origines sociales, par les succès remportés par celles et ceux qui ont suivi les classes préparatoires intégrées. Et cette diversité de recrutement, nous allons la consolider. L'École nationale de la magistrature a signé récemment une convention avec l'Université de la Guyane de façon à accorder, y compris dans les Outre-mer, comme cela avait été fait précédemment avec l'Université de Nouvelle-Calédonie, d'accorder à chacune et à chacun toutes ses chances pour accéder à la magistrature, à ce corps magnifique de la magistrature. En vous regardant, je me disais que vous allez rejoindre ce corps magnifique de la magistrature, rejoindre celles et ceux qui y officient déjà, avec beaucoup de courage, un grand sens de l'engagement, de la hauteur de la mission, des magistrats, des greffiers, des fonctionnaires, qui se donnent de tout cœur, mais de toutes leurs compétences, au service du justiciable, au service de la société. Et je ne suis pas en train de dresser là une image d'Épinal. Je vous parle de personnes de chair, de sensibilité, de conviction,
Je vous parle de la figure du juge moderne, du magistrat moderne, celles et ceux qui ont conscience de l'importance de leur mission. Ces figures, nous les connaissons, vous en avez déjà rencontré, probablement que quelques-unes de ces figures sont à l'origine de votre motivation, de votre sentiment de vocation pour la magistrature. Nous les rencontrons également, et vous allez encore en rencontrer parmi vos formateurs, mais également dans les juridictions que vous allez rejoindre. Nous les rencontrons aussi à travers la littérature, à travers des essais, des personnages qui, par leur action, ont marqué la qualité de la justice lorsqu'elle se met vraiment au service du justiciable et casse des rapports de force qui sont parfois des rapports d'injustice. Je pense à un ouvrage, D'autres vies que la mienne, que vous avez peut-être déjà lu ou que vous lirez, où se trouve le portrait de deux juges d'un tribunal d'instance qui ont défendu des justiciables dans un rapport de force qui était un rapport d'injustice face à de grands groupes de crédit de la consommation, sociétés de recouvrement, organismes bancaires. Ces juges d'instance qui, à force de pugnacité et de courage, sont parvenus à infléchir la jurisprudence en se permettant d'aller jusqu'à poser une question préjudicielle à l'actuelle Cour de justice de l'Union européenne. Et dans cet ouvrage, il est montré à quel point ils ont subi des pressions, mais à quel point ils ont su y résister, à quel point leur sens de l'abnégation les a conduits à faire reconnaître que leurs convictions qui étaient juridiquement fondées devaient être inscrites dans la jurisprudence et donc obtenir la force nécessaire pour fonder des jugements. Ces magistrats servaient dans la justice civile. Et c'est délibérément que j'ai choisi cet exemple de deux juges qui, en conscience, en responsabilité, sans rechercher ni récompense ni médaille, ont accompli la haute mission qui leur était confiée. La justice civile, celle à laquelle la plupart d'entre vous vont se consacrer, puisque c'est 70% de l'activité de nos juridictions. Cette justice du quotidien, celle qui entend le justiciable, l'accueille, écoute ses problèmes, lui redonne espoir en apportant des solutions. Cette justice du quotidien, c'est celle du crédit à la consommation, je viens de le dire, de l'endettement, du surendettement, c'est la justice des contentieux familiaux, des divorces, de leurs conséquences sur les enfants, sur le patrimoine, c'est celle des conflits locatifs, celle des conflits de voisinage, c'est la justice de tous les jours. Et cette justice de tous les jours, elle appelle sans arrêt des qualités particulières, des qualités d'écoute, des qualités nombreuses que l'on attend de vous et auxquelles la formation que vous recevrez à l'École nationale de la magistrature vous préparera. Évidemment, nous savons que vous avez déjà les bases juridiques et techniques nécessaires à l'exercice de cette très belle mission de requérir et de juger. Vous les avez acquises lors de votre formation et le fait d'avoir réussi au concours prouve que vous les maîtrisez. Mais on attend de vous aussi, la société attend de vous aussi d'autres qualités très élevées, telles que l'humilité. Vous serez face à des situations dans une société qui évolue sur le plan social, sur le plan économique, mais avec des situations très individuelles, très personnelles, et vous y serez confrontés. Vous découvrirez des univers dont vous ne soupçonnez peut-être pas l'existence. Vous serez confrontés à la détresse, à la vulnérabilité, et vous serez sollicités pour l'écoute. L'écoute d'abord, ce qu'attend le justiciable, qui est avant tout et après tout un citoyen. Et la première marque de respect due à ce justiciable, c'est d'abord l'écoute. Ensuite, nous attendons que vous soyez habité par le doute qui vous empêchera de simplifier à outrance, le doute qui vous permettra de vous délester des préjugés qui nous traversent tous, qui nous travaillent parfois, le doute qui vous permettra d'éviter des erreurs d'appréciation. Et alors, face à cette détresse et à cette vulnérabilité, vous saurez apporter une réponse de droit. Et en apportant cette réponse de droit, vous allez restituer le justiciable, le citoyen, dans son état de sujet de droit.
Vous allez le redéfinir comme membre à part entière de notre communauté humaine. Parmi les qualités qui sont attendues de vous, vous venez de l'entendre, de la part du premier président de la Cour d'appel de Bordeaux, mais aussi du procureur général, l'indépendance. D'abord l'impartialité, celle qui doit vous conduire à être conscient non seulement de l'existence, mais de la nécessité de vous dégager de vos propres élans, de vos sympathies, de vos aversions. Et cette impartialité doit nourrir votre indépendance vis-à-vis de toutes les pressions, qu'elles soient politiques, qu'elles soient institutionnelles, qu'elles soient hiérarchiques éventuellement à l'occasion, qu'elles soient médiatiques, qu'elles proviennent de l'opinion publique. Ce gouvernement a choisi de faire confiance à la magistrature et par des actes divers à renforcer l'indépendance de la magistrature. Nous avons décidé de rendre totalement transparentes les nominations, les propositions de nomination des hauts magistrats du parquet. C'est une décision que j'ai prise dès juillet 2012 et que nous allons bientôt consacrer dans la loi. Nous avons décidé de mettre un terme aux instructions individuelles et de les interdire à travers la loi du 25 juillet 2013. Nous avons décidé également que bientôt, les procureurs généraux ne seront plus nommés en Conseil des ministres. Toutes ces dispositions, qui constituent une évolution réelle pour l'indépendance des magistrats, et en particulier du ministère public, toutes ces dispositions seront consacrées dans la loi à travers le projet de loi organique sur le statut de la magistrature, sur l'actualisation du statut de la magistrature, que je présenterai prochainement au Conseil des ministres. Mais il vous appartient à vous de faire vivre et de donner consistance à cette impartialité et à cette indépendance. Le premier président vient de vous le dire, l'impartialité, l'indépendance juridictionnelle ne sont pas un droit, ne sont pas un privilège. Il s'agit là d'un devoir éminent, d'une garantie pour la démocratie. Et l'École nationale de la magistrature vous formera à penser par vous-même, à vous dégager des contraintes, des influences, et à être en mesure d'exercer cette impartialité et d'assurer cette indépendance. Pour notre part, au niveau de l'exécutif, nous estimons que nous n'avons rien à craindre de l'indépendance de la justice. Il est plus important pour nous de consolider la démocratie que de chercher à durer. Mais attention, comme vous l'a rappelé également le premier président, attention, l'indépendance de la justice n'est pas une invitation au repli sur soi. Elle ne peut pas être un prétexte pour refuser l'ouverture à l'autre, pour refuser les évolutions de l'institution, pour refuser les nécessaires harmonisations de jurisprudence, pour refuser la cohérence globale nécessaire à l'œuvre de justice et que la société, que les citoyens attendent de vous. En France, la justice n'est pas un pouvoir, c'est une autorité constitutionnelle, c'est une autorité. Les constituants ont choisi d'établir un équilibre entre le président de la République, qui est le garant de l'indépendance de cette autorité judiciaire, et le Conseil supérieur de la magistrature, qui concourt à cette indépendance, à garantir cette indépendance. Nous avons choisi, je vous le disais, de renforcer cette indépendance. Nous avons présenté au Parlement un projet de réforme constitutionnelle visant à consolider le statut du ministère public et à faire en sorte que les institutions européennes, notamment, cessent de s'interroger quant à la participation du ministère public à l'autorité judiciaire. S'agissant d'une réforme constitutionnelle, il nous faut obtenir 3/5 des votes de l'Assemblée nationale et du Sénat, réunis en Congrès. Nous ne les avons pas encore acquis, mais nous poursuivons la conquête de cette majorité qualifiée de façon à inscrire dans la Constitution cette indépendance accomplie du ministère public. Le président de la République l'a rappelé il y a encore 2 jours, hier, a rappelé fortement sa volonté
que le Parlement réuni en Congrès puisse adopter cette réforme constitutionnelle consolidant l'indépendance du parquet. Il est attendu également de vous que vous puissiez travailler en équipe. Vous allez intégrer la communauté judiciaire, une communauté de travail. Vous êtes invités à ne pas rester seuls, à ne pas vous isoler, à vous ouvrir aux autres, à vos collègues, à participer à la vie de cette communauté de travail, de cette collégialité judiciaire qui est consubstantielle à votre mission, y compris dans le secret du délibéré. Vous êtes invités à échanger toujours, à interroger vos pratiques chaque fois que nécessaire, à douter, je le disais. Participer à cette communauté de travail suppose évidemment que vous soyez attentifs à vos collègues, mais également aux greffiers, aux fonctionnaires. Ils participent eux aussi à cette communauté judiciaire. Ils vous seront précieux, vous le verrez. Vous aurez besoin d'eux, de leur savoir, de leurs compétences, de leur dévouement. Et cette communauté judiciaire, elle s'étend aux partenaires proches qui contribuent à l'œuvre de justice, les avocats chez qui vous allez accomplir un stage qui vous permettra de pénétrer leur univers, d'en saisir les logiques, les rationalités, les contraintes aussi. À cette communauté participent aussi les huissiers qui sont présents à l'audience, par leur mission également de signification et de notification. Mais cette communauté judiciaire comprend aussi les agents de l'administration pénitentiaire avec lesquels vous serez appelés à travailler, les agents de la protection judiciaire de la jeunesse, mais aussi les juges non professionnels que vous apprendrez à connaître, les juges consulaires, les conseillers prud'homaux, les juges de proximité, les juges des tribunaux paritaires des baux ruraux. Ce sont des juges qui participent à l'œuvre de justice et qui doivent contribuer, vivre, participer de plus en plus au sein de nos juridictions. Nous attendons également de vous que vous soyez à l'écoute de la société, du justiciable mais aussi de la société. À l'écoute de la société mais à bonne distance. À l'écoute de la société parce que la société est vivante, qu'elle évolue, qu'elle s'interroge, qu'elle connaît des mutations, des métamorphoses et une évolution aussi de ses demandes, de ses attentes. Vous serez confrontés à ces évolutions diverses, multiples, fluctuantes. Vous devez être à l'écoute. Et puis vous serez également confrontés à l'évolution, l'émergence de contentieux nouveaux ou l'amplification de contentieux anciens. Des contentieux qui sont liés à des prises de conscience de la société, à des refus de tolérer d'anciennes infractions. Je pense notamment aux contentieux liés aux atteintes à l'environnement, aux préjudices écologiques purs qui renvoient à la responsabilité civile, des contentieux liés par exemple à la santé publique et au fait qu'on ne tolère plus un certain nombre d'abus imputables à des personnes qui interviennent dans la santé publique, des contentieux liés aussi à des situations extrêmement douloureuses, telles que le terrorisme. Et il sera de plus en plus important pour l'autorité judiciaire d'apporter des réponses circonstanciées, élaborées à ces contentieux nouveaux, et particulièrement au terrorisme. Il faudra aussi que vous soyez en mesure d'expliquer, de faire la pédagogie de vos décisions. Et de plus en plus, dans le monde où vous êtes appelés à agir, la communication occupe une place importante. De plus en plus, il faut élaborer des outils de communication. De plus en plus, la parole de l'autorité judiciaire doit être explicite pour la société. À l'écoute de la société, mais à bonne distance. Nous sommes dans la société, vous y êtes, nous sommes citoyens, et nous sommes donc happés, nous aussi, par les troubles, par les tourments, par les violences, par les agressions. Nous aussi, nous pouvons éprouver des émotions qui nous bouleversent, qui nous ravagent. Et en tant que citoyens, nous sommes partie
prenante dans la société. Et nous sommes, nous aussi, saisis par ces émotions. Elles sont légitimes, ces émotions. En qualité de magistrat, il est attendu de vous, non que vous perdiez votre sensibilité, mais il est attendu que vous ne vous laissiez pas déborder par cette émotion, que nous la ressentions, que par moments elle nous fige, mais qu'agissant en tant que magistrat, vous soyez toujours en situation d'apprécier les choses objectivement, avec justesse, avec mesure, que vous soyez toujours en situation de rappeler le cadre juridique, la règle de droit, et de décider en conscience, en responsabilité et conformément au droit. Nous attendons aussi que vous sachiez individualiser la peine que vous serez appelés à prononcer. Individualiser la peine suppose de savoir ce qu'est une peine juste, suppose de s'interroger sur le sens de la peine, sur son efficacité, sur le sens de l'incarcération dans notre droit pénal, mais aussi pour la société, dans ses représentations. La loi du 15 août 2014, relative à l'individualisation de la peine et au renforcement de l'efficacité des sanctions pénales, a supprimé les automatismes de façon à restituer aux magistrats, à vous, prochainement, de façon à restituer aux magistrats toute leur liberté d'appréciation. Cela participe aussi de la confiance que l'exécutif actuel investit dans la magistrature, la confiance qui le conduit à penser que le magistrat doit disposer de toute latitude pour déterminer la peine qu'il prononce dans une circonstance, après avoir examiné les faits, leur gravité, examiné la situation de l'auteur des faits, sa personnalité, son parcours, son environnement, et avoir apprécié le plus justement possible le préjudice infligé à la victime et la nécessaire réparation de ce préjudice pour la victime. Vous devrez, grâce à l'École nationale de la magistrature, apprendre ce que sont les peines, les catégories de peines, leur efficacité, la façon dont elles sont exécutées. Cette loi du 15 août 2014 a donc restitué cette liberté d'appréciation. Elle a enrichi aussi l'arsenal répressif en créant une nouvelle peine délictuelle, la contrainte pénale. Elle a introduit également un dispositif encadrant la sortie de détention, de façon à prévenir la récidive. Grâce à l'École de la magistrature, vous apprendrez tout cela. Vous apprendrez également, et je vous y invite après, lorsque vous serez en fonction, à ne jamais vous désintéresser des travaux de recherche, à constamment vous enrichir de la réflexion de celles et de ceux qui se posent, qui interrogent, qui mesurent, qui comparent, qui analysent et qui concluent. Ne vous éloignez jamais trop des travaux de recherche, de la rigueur scientifique, de l'objectivité, de l'exigence intellectuelle. Et continuez à être curieux de la société. En étant curieux de la société, vous en mesurerez les évolutions, les subtilités, les nuances, les interrogations, les inquiétudes, les angoisses. Vous les mesurerez. Vous comprendrez ces mécanismes qui conduisent parfois à l'isolement, à l'addiction, à la radicalisation. Il vous faudra les comprendre pour mieux les traiter, pour mieux les combattre. Ne jamais renoncer à comprendre, ne jamais se laisser intimider par ceux qui croient que chercher à comprendre, c'est chercher à excuser. Chercher à comprendre, c'est expliquer de façon à traiter, à corriger et à combattre avec efficacité. Ainsi, vous ne ferez pas que dire la règle de droit. Vous utiliserez également les règles de droit pour saisir les personnalités, les parcours de vie, les situations, les potentialités, les évolutions et décider de la peine la plus juste, la plus efficace et faire en sorte que celle ou celui qui a commis une faute, un délit,
un crime même, puisse revenir dans la société sans être à nouveau un danger pour la société. Vous apprendrez cela comme vous apprendrez les règles éthiques, les règles déontologiques, corpus de règles magnifiques qui vous guideront dans cette très belle mission que vous exercez au nom de la société. Le serment que vous venez de prononcer vous y conduit et vous les promet. Et celui que vous prononcerez lorsque vous serez installé en qualité de magistrat le confortera, le confirmera. Mais il n'y a pas de magistrat sans contexte. Et votre promotion, qui arrivera dans 31 mois, votre promotion arrive en formation, dans un contexte fortement marqué par une crise économique qui dure encore, avec ses effets en matière sociale, en matière culturelle aussi, mais surtout dans la dureté des relations qui sévissent dans la société lorsque l'exclusion augmente, lorsque la pauvreté progresse, lorsque les inégalités se creusent, lorsque les injustices prospèrent. Mais vous arrivez aussi dans un contexte marqué par cette menace terrible, cette menace terroriste qui a frappé des victimes, leurs familles, nous-mêmes, et qui a frappé la démocratie. Et nous sommes invités à nous interroger sur la place du magistrat dans l'état de droit. Nous sommes invités à nous interroger. Le gouvernement d'abord, le pouvoir exécutif d'abord. À nous interroger sur la solidité de nos institutions. Et je crois que nous avons des raisons d'être rassurés sur la solidité de nos institutions. Nous avons vu comment nous avons su faire face à cette tragédie terrible. Et si nos institutions ont montré leur solidité, c'est parce que le président de la République, qui a décidé de faire de la sécurité et de la justice des priorités, a permis que ces 2 années et demie qui viennent de s'écouler permettent de consolider ces institutions. Et c'est bien pour cela que la police et la justice ont pu fonctionner avec une telle efficacité, chacune pour les missions qui relèvent d'elles, mais ensemble, lorsqu'elles agissent ensemble, puisque vous savez que le procureur de la République dirige les enquêtes judiciaires et que les officiers de police judiciaire sont placés donc sous son autorité dans le cadre des enquêtes. Et si nos institutions ont montré leur force et leur solidité, c'est parce que ces 2-là en particulier ont été considérés et traités comme des priorités, mais aussi parce que depuis 2 ans et demi, aucune parole publique n'a mis en cause ni l'autorité policière, ni l'autorité judiciaire. Aucune parole publique n'a commis aucun dérapage qui aurait pu fragiliser celles et ceux qui, dans la police et dans la justice, servent le service public. Aucune parole publique n'a crispé, aucune parole publique n'a introduit ni de la défensive, ni de la défiance. Et il est heureux que cette ambiance ait pu s'installer pendant ces 2 années et demie, parce que nos institutions en ont été renforcées et les femmes et les hommes qui les animent ont pu agir avec la plus grande efficacité. Mais vous aussi, vous êtes appelés à vous interroger sur ce que nous pouvons faire pour élaborer la réponse collective à cette terrible menace. L'exécutif prend ses responsabilités. Nous avons élaboré un plan d'action qui a été présenté par le Premier ministre. Ce plan d'action reste conçu avec le souci permanent d'atteindre l'équilibre entre les nécessités de l'ordre public, les exigences de l'ordre public, comment lutter contre le terrorisme, et la préservation des libertés. Nous n'avons aucune raison et nous n'allons inventer aucun prétexte pour sortir de l'état de droit et pour mettre entre parenthèses les libertés des Français. Nous allons donc nous élever à la hauteur de l'exigence, de la créativité, de la rigueur et de l'efficacité qui nous permettront
de préserver les libertés individuelles et les libertés publiques, tout en assurant la sécurité des Français par la plus grande prescience et par la plus grande efficacité. Le plan d'action qui a été présenté par le Premier ministre comprend donc toute une série de mesures qui visent à améliorer et augmenter les effectifs. Nous allons créer dès 2015 114 nouveaux postes de magistrats. Dès 2015, et la promotion 2016 sera encore plus importante que la vôtre, puisqu'elle atteindra 360 auditeurs de justice. C'est un nombre jamais atteint. Évidemment, nous allons accompagner l'École nationale de la magistrature de façon à élargir ses capacités déjà probantes, dont elle a fait la démonstration d'efficacité, ses capacités à prendre en charge une promotion de 360 auditrices et auditeurs de justice. Ces effectifs, nous les renforçons en formation, nous les renforçons aussi dans les juridictions. 114 magistrats, 114 greffiers également, ils sont indispensables, et une trentaine d'assistants spécialisés, d'assistants de justice. Nous allons également sécuriser les juridictions, mais nous allons faire un effort particulier sur la formation, adapter la formation initiale, mais également la formation continue, de façon à ce que vous soyez le mieux armés possible pour faire face à tous les nouveaux défis de la société. Mais évidemment, la réponse n'est pas exclusivement judiciaire, elle n'est pas exclusivement sécuritaire, elle n'est pas exclusivement éducative non plus. Toutes ces interventions de la puissance publique doivent s'articuler, s'harmoniser. Elles ne nous dispensent pas de nous interroger sur la façon dont nous vivons. Elles ne nous dispensent pas de nous interroger sur le socle qui fonde notre communauté de destin. Et il n'est pas sans signification que ce 11 janvier, les Bordelais se soient rassemblés devant l'École nationale de la magistrature, sur l'esplanade des droits de l'homme, tout près du tribunal de grande instance. Parce que face à cette violence qui défie l'entendement, la réaction du citoyen est d'en appeler à l'État, et à travers l'État, à la justice, à la solidité de l'institution judiciaire. Parce que c'est l'institution judiciaire qui protège la République contre les secousses violentes, contre les régressions. C'est elle qui diffuse dans la société les notions toujours actuelles de progrès, d'égalité, de fraternité. C'est elle qui a la prééminence pour veiller sur la cohésion sociale et la cohésion nationale. C'est elle qui doit apporter des réponses à la désaffiliation sociale créée par les exclusions, par les discriminations. L'attente vis-à-vis de l'institution judiciaire est immense. Elle est légitime. Nous devons y répondre et nous sommes en capacité d'y répondre. Le magistrat, interpellé face à cette situation, doit se poser la question d'abord de la responsabilité qui lui incombe. Vous prononcerez des décisions au nom du peuple français. Au ministère public, vous requérez au nom de la société. Et les décisions de justice prononcées s'adressent à la société. Elles sont prononcées au nom des règles de droit. Elles sont prononcées sur des cas d'espèce. Mais les principes sur lesquels reposent ces décisions sont des principes qui concernent la société tout entière. Et les principes qui seront énoncés au moment du prononcé des décisions s'adresseront aussi à la société tout entière. Et dans la conjoncture qui nous frappe, celle qui nous invite à apporter des réponses durables, vous devrez rappeler de plus en plus les valeurs de l'État de droit, les valeurs de la République. Être de plus en plus dans la société, à l'écoute de cette société, et porter de plus en plus dans cette société votre parole de magistrat, votre parole d'artisan éclairé de l'État de droit. Vous le faites déjà et vous le ferez de plus en plus. Au moment où la société s'interroge sur les vertus de la laïcité, sur les exigences de la citoyenneté, vous avez une part à prendre.
Vous l'apprenez déjà, ou en tout cas ceux qui vous précèdent l'apprennent déjà. Ceux qui sans doute ont inspiré votre vocation et que vous observez participent déjà à des interventions pédagogiques dans les écoles, à des interventions auprès des associations. Il faudra que, de façon plus systématique, plus massive encore, les magistrats participent à éclairer la société sur les exigences de la laïcité, principe de concorde, qui nous permet de vivre ensemble malgré nos singularités, malgré nos différences. Participer à la compréhension des attributs de la citoyenneté. J'ai demandé au directeur de l'École nationale de la magistrature de travailler avec vous à l'élaboration d'un projet pédagogique qui permettra aux magistrats déjà en fonction et à vous bientôt d'intervenir de façon efficace et pédagogique sur ces attributs de la citoyenneté, sur les exigences de la laïcité. Mesdames les auditrices de justice, messieurs les auditeurs de justice, je conclurai en vous disant à nouveau le plaisir que j'ai à assister à cette prestation solennelle de serment qui signe votre entrée prochaine dans la magistrature. Le plaisir, l'émotion, le bonheur aussi. Lorsque vous arriverez en juridiction dans quelques mois, vous arriverez dans des juridictions qui témoigneront d'une institution apaisée, où les personnels sont respectés, leur travail valorisé et où l'indépendance de l'autorité judiciaire a déjà été et aura encore été renforcée. Pendant des années, ce travail des magistrats, des greffiers, des fonctionnaires n'a pas été reconnu à sa juste mesure. Pendant des années, des paroles blessantes, humiliantes, profondément injustes ont été proférées. Dorénavant, c'est le respect qui règne. Dorénavant, les mérites des magistrats, des greffiers, des fonctionnaires sont reconnus, y compris dans les nécessaires revalorisations statutaires et indemnitaires. Lorsque vous arriverez en juridiction, les juridictions connaîtront beaucoup moins de postes vacants et peut-être plus de postes vacants, puisqu'à partir de cette année déjà, nous serons en solde positif sur les effectifs. Grâce à une politique volontariste depuis 2012, nous avons commencé sérieusement à combler les postes vacants et à augmenter les effectifs, à combler les départs légitimes à une autre vie. Vous arriverez, vous ne serez pas confrontés aux difficultés actuelles des effectifs en matière de ressources humaines. Lorsque vous arriverez, les juridictions seront équipées de moyens modernes en informatique, en téléphonie, mieux adaptés aux actuelles modalités de permanence pénale. Lorsque vous arriverez, grâce à Portalis, les applicatifs civils des juridictions auront été unifiés. Et lorsque vous arriverez, les juridictions auront déjà procédé à l'évaluation des expérimentations qui sont actuellement conduites. Vous entrez en formation à un moment où l'institution est en pleine évolution, en ébullition, en train de produire des initiatives, de construire des innovations. Une cinquantaine de juridictions sont en train d'expérimenter le service d'accueil unique du justiciable, l'assistance des greffiers auprès des magistrats du parquet, des partenariats avec les universités, le conseil de juridiction qui associe tous ces partenaires qui contribuent à l'œuvre de justice. En septembre 2014, j'ai présenté en Conseil des ministres une quinzaine d'actions pour la justice du XXIe siècle. Oui, Monsieur le procureur général, la justice plus proche, plus efficace, plus protectrice pour les justiciables, pour les citoyens. Cette justice, ce sera la vôtre, celle de votre promotion, de votre génération. C'est celle qui se met en œuvre pendant que vous êtes en formation,
et celle que vous appliquerez, celle que vous ferez vivre, celle que vous animerez lorsque vous arriverez en juridiction. Cette justice de demain, c'est la vôtre. Cette justice du XXIe siècle, au service du citoyen, c'est la vôtre. Et lorsque vous prêterez serment en tant que magistrat, lorsque vous serez appelé à prendre votre première décision, vous vous rendrez compte sans doute de cette leçon de Goethe. Tout est infiniment plus facile qu'on ne saurait l'imaginer, mais aussi infiniment plus enchevêtré qu'on ne saurait le concevoir.